sais ce qu'ils ressentent. Et nous sommes avec eux. Je veux aussi avoir une pensée pour toutes les Parisiennes et les Parisiens. Notre-Dame de Paris, c'est leur cathédrale et plus encore. Et je veux aussi avoir une pensée pour l'ensemble de nos compatriotes. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire, le lieu où nous avons vécu tous nos grands moments, nos épidémies, nos guerres, nos libérations. Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir, mais je m'y engage, dès demain, une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières. Nous ferons appel aux plus grands talents, et ils sont nombreux qui viendront y contribuer. Et nous rebâtirons Notre-Dame. Incendie criminel de l'église Saint-Sulpice, décoré par les splendides peintures de Delacroix. Mais est-il étonnant de voir nos églises, nos cathédrales, nos monuments mondialement connus et admirés, être pillés, saccagés, incendiés, détruits sous la présidence d'Emmanuel Macron, qui ne perd pas une occasion de cracher sur la France et qui, à de nombreuses reprises, a prétendu que la culture française et l'art français n'existent pas. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Notre-Dame était le joyau mondial de l'art gothique, cet art qui représente la quintessence de l'inventivité française et de l'art français, à tel point que, du XIIe au XVe siècle, tous les Européens l'appelaient opus francigenum, ce qui signifie œuvre française en latin. Aujourd'hui, l'art français brûle, terrible symbole de la destruction de notre patrimoine, de notre culture, de notre civilisation, de notre nation, de notre peuple, par l'anti-français Macron. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Une construction à l'origine d'une étonnante légende. Un mythe tenace selon lequel la franc-maçonnerie serait née au début de l'âge d'or des cathédrales dès le XIe siècle. C'est une hypothèse tout à fait étonnante parce que, en fait, la première loge maçonnique au sens moderne du terme ne naît qu'en 1717 à Londres. L'explication se trouve peut-être dans la définition même de la franc-maçonnerie. Le terme franc-maçon viendrait, donc au travers de l'anglais Freemason, de maçon libre. Libre de voyager de chantier en chantier, d'un pays à un autre, pour y apporter leur connaissance de l'art de bâtir. Donc de n'être pas soumis à certaines contraintes vis-à-vis des pouvoirs politiques, des pouvoirs ecclésiastiques. C'est la science face à l'obscurantisme de l'Église. Donc on progresse dans tous les domaines, et cela, il est évident que ça va à l'opposé de l'Église. La différence essentielle entre les francs-maçons et les catholiques, c'est que pour les catholiques, c'est Dieu qui sauve l'homme, pour le franc-maçon, c'est l'homme qui se sauve lui-même. Sont donc contraints d'adopter un langage ésotérique très codifié, qu'ils sont les seuls à pouvoir décrypter sur les murs des cathédrales gothiques. Les francs-maçons, pour échapper au contrôle de l'Église, vont avoir une idée qui est tout à fait géniale. Ils vont reprendre tous les codes et symboles des chrétiens et des catholiques en les détournant à leur propre compte. Mais quels sont ces symboles? Le triangle, qui représente évidemment Dieu, la Trinité,
Ça, évidemment, c'est présent dans les églises. Chez les maçons, ça peut aussi évidemment représenter la droiture, la précision. Donc en fait, les francs-maçons, comme l'Église, vont prendre des symboles qui sont présents dans la Bible et simplement, à un moment donné, les explications qu'ils vont en donner, l'amplification qu'il va y avoir autour de cette symbolique va prendre une coloration proprement maçonnique ou proprement catholique. Les francs-maçons, par exemple, vont utiliser l'équerre avec la pointe vers le bas, qui est exactement le symbole inverse du symbole trinitaire catholique. Donc ce symbole d'équerre vers le bas, c'est un symbole d'antichristianisme. De la même façon, le cercle, pour les chrétiens, c'est la figure la plus parfaite. C'est une figure qui exprime vraiment l'unité de Dieu. Les francs-maçons, eux, vont représenter le compas pour bien montrer que c'est l'homme qui trace le cercle sur le plan des cathédrales et pas Dieu.
propose d'accueillir Benjamin Mouton. Il a été l'architecte en chef de Notre-Dame pendant 13 années, entre 2000 et 2013. Bonsoir, monsieur Mouton, soyez le bienvenu. Est-ce que vous avez été surpris que le feu ait... Non pas qu'il y ait eu un feu, mais qu'il se soit propagé, qu'il ait pris cette ampleur aussi rapidement? Tout à fait. Incompréhensible. Incompréhensible. Je suis stupéfait. C'est du très vieux chêne. Et on dirait qu'il a brûlé comme des allumettes. Comme si c'était une autre essence très, j'allais dire volatile ou combustible. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas du tout. C'est très impressionnant. Vous ne voyez pas quelle pourrait être l'origine de ça? L'origine du feu? Aucune idée. Enfin, l'origine elle-même, on est dans l'incertitude. La piste de l'accident est privilégiée, mais la propagation, vous dites, c'est étonnant. La propagation, elle est extrêmement curieuse. Alors évidemment, c'est parti de la croisée. Puis ça s'est propagé ensuite sur le chœur, la nef, le transept. Parce qu'on entend beaucoup de commentaires qui disent, c'est ce qu'on appelle la forêt, cette zone très, très grande, très importante, très volumineuse de charpente, que cette charpente pourrait brûler finalement presque comme du petit bois. Vous vous inscrivez en faux. Vous dites, ce type de bois ne brûle pas comme ça. Bah non. Vous savez, du chêne qui a 800 ans, c'est très dur. Essayer d'en faire brûler, enfin moi j'ai jamais essayé. Mais du vieux chêne, c'est pas évident du tout. Il faut mettre beaucoup de petits bois pour y arriver. Là, je sais pas s'il y en avait. Non, j'arrête de plaisanter. Je crois que non, moi ça me stupéfie beaucoup. Et où vous mène cette réflexion? À quelle hypothèse elle vous amène? Je vois pas d'hypothèse que je puisse dire. Quelle hypothèse on pourrait dire? Que ça a été vite. Qu'on aurait pu faire autre chose pour que ça n'aille pas aussi vite. Moi, je me perds en conjecture. Vous savez, on a fait à Notre-Dame, juste avant que je prenne ma retraite, c'est-à-dire dans les années 2010, on a remis à plat toute l'installation électrique de Notre-Dame. Donc, il n'y a pas de possibilité de court-circuit. On a remis à plat, et aux normes contemporaines, même en allant très loin, toute la détection et protection incendie de la cathédrale. Avec des éléments de témoins, de mesures, d'aspiration, etc., qui permettaient de détecter un départ de feu. J'avais en bas de la cathédrale 2 hommes en permanence qui sont là jour et nuit et qui sont là pour aller voir dès qu'il y a une alerte et appeler les pompiers dès que le doute est levé. Ils sont là en permanence? En permanence, oui. Pourrait-il avoir, excusez-moi de défaillance, de mécanisme d'alerte? Impossible? Tout est possible. Tout est possible. Moi, je vois mal parce que, bon, ça a été un travail colossal. Et puis, vous savez, c'est comme dans tous ces chantiers de monuments historiques, surtout à Notre-Dame, on a un encadrement technique, normatif, de contrôle, etc., qui est considérable, qu'on ne voit nulle part ailleurs, qui est considérable. Donc là, je veux dire que je suis quand même assez stupéfait. Et pendant les 13 années où vous avez été l'architecte en chef du bâtiment, vous n'avez pas eu connaissance de départ de feu? Ça n'est jamais arrivé? Non. Je suis ravi. Voilà, je fais cette petite vidéo pour vous prouver que ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris, c'est pas accidentel. Parce que moi, un nombre d'artisans que je connais autour de moi, de charpentiers, de maçons, qui sont du même avis que moi, des ferronniers, dire qu'on ne connaît rien au feu, qu'on se prend pour Hercule Poirot ou je ne sais quoi. Faut savoir une chose, c'est que nous les forgerons travaillent avec le feu tous les jours. Donc quand on vous dit que c'est pas possible de faire prendre du chêne de 800 ans, de 400 de diamètre, en un quart d'heure, une forêt entière, je vous le dis que c'est pas possible, c'est que c'est pas possible. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr ou d'être pompier, chef de pompier pour vous dire ça. Voilà, il y a la fumée jaune qui s'en est dégagée, il y a un combustible derrière tout ça. C'est foutu à l'essence. Moi, je vais vous prouver ça. Ça, c'est un morceau de chêne qui a, allez, on va dire, il est tout neuf, il doit avoir quoi? Il a été découpé il y a 6 ou 7 mois. D'accord? Il est pas très sec. La preuve, c'est la forêt. Je m'en sers de cale pour la ferraille. Voilà. Donc ça, c'est un morceau de chêne. Je vous fais une petite démo. On va voir combien de temps il met pour brûler. En sachant qu'il a pas 800 ans et que c'est un morceau de chêne, mais ridicule. Allez.
C'est accidentel, ils ont dit. Hein? Voilà. Hercule Poirot. Pas qu'ils prennent les gens pour des cons. Hein? Bête indisciplinée. Faites les mêmes expériences à la maison. Quand vous brûlez une bûche de chêne, on a tous une cheminée à la maison. Quand vous brûlez dans une cheminée, une bûche de chêne de 400 de diamètre, elle met combien de temps à se consumer? Elle met 5 à 6 heures, d'accord? Elle chauffe pendant toute la nuit. Donc faut arrêter un peu. Faut arrêter. Et en plus de ça, avant que le bois y prenne, mon poteau, il faut de l'essence, c'est pas possible. Hein? C'est pas pour rien qu'on met du petit bois pour faire un feu de cheminée. Hein? Voilà. Là, ça fait combien de temps que je suis dessus? Et si je m'arrête? Regardez. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Hein? Il est où le feu? Il est où le feu? Il est où le feu? Hein? Voilà. D'accord? D'accord? Je vous garantis qu'il n'est pas brûlé là. C'est juste la surface. Hein. C'est la surface. Hein. Regardez. Je vous montre. Hein. Voilà, regardez. Vous voyez ou pas?